par exemple. La grande faïencerie concurrente qui va démarrer à Strasbourg dans les années 1730-1735, les factures des Hanons, va faire le même type de décor. Alors, parmi les pièces extraordinaires qui ont pu être faites à Lunéville dans cette période-là, c'est le nain d'épée. Donc, je pense que vous en avez entendu parler à l'occasion de la disparition du nain dans l'incendie du château. Hein, puisque cette statuette qui mesure, je crois que c'était 63 cm, c'est la hauteur du nain à 4 ou 5 ans. Enfin, c'est écrit sur la base du nain, mais voilà, c'est âgé de 6 ans. Voilà, à 6 ans, il mesurait 63 cm. Il n'a pas dû aller au-delà de 72 jours. Donc, une statuette, ça a l'air de rien, mais c'est quasiment un exploit. Il faut toujours avoir en tête qu'en céramique, plus la pièce est de grande taille, plus c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut assurer un séchage du biscuit les plus réguliers pour que la pièce ne fonde pas en séchant et n'expose pas à la cuisson. Donc cette pièce-là, elle a été complètement modelée à la main. On a le modeleur de Saint-Clément qui l'a recréée à partir d'une carte postale et de la tête du nain qui est ressortie de l'incendie toute noire comme du charbon, hein, comme de la pierre de lave. Donc il avait la tête en biscuit trop cuit et la photo, il a recréé la statue, mais avec des tessons épars qu'on a retrouvés, il s'est rendu compte que ça avait été modelé avec une armature métallique à l'intérieur, et donc réalisé en 1746, la statuette était datée. Donc ça montre une grande maîtrise de la composition de la terre et également des émaux et de la peinture, hein, puisque la pièce est quand même parvenue jusqu'à nous dans un état parfait, jusqu'à l'incendie de 2015. Autres grandes pièces qui ont fait la célébrité de Lunéville, ce sont des grands vases de jardin. Donc il y a un exemplaire au musée de Sèvres et l'autre au musée Lorrain à Nancy, avec ce décor qui est peint façon marbre. Donc là, toutes ces traînées, c'est pour imiter le marbre, et c'est fait avec des oxydes, comme on a fait la fleur des Indes tout à l'heure. Donc ce sont des grands vases de jardin, 70 cm de haut. Vous voyez, c'est quand même pas un petit vase. Hein. Donc ça, c'est des chefs-d'œuvre en matière de céramique. Autre chef-d'œuvre, c'est cette buste de tête de guerrier romain, dans le style de ce qu'on faisait à Rouen dans la même période. Donc pareil, je ne sais plus si j'ai la hauteur, 90 cm, donc c'est encore pire, c'est encore plus grand. Donc celle-là, elle est encore au musée. Elle a été restaurée, elle n'a pas complètement péri dans l'incendie. C'est vraiment une très très belle pièce qui a trôné sur les façades des faïenceries jusque dans les années 1900. Elle était exposée au-dessus du portail. Et puis, autre pièce qu'on a créée dans cette période-là et que l'on fabrique quasiment encore. On a encore les moules, les Saint-Clément, on a encore moulé et peint, coulé et peint il y a quelques années. Ça, c'est vraiment le modèle qui a traversé les 2 siècles et demi de production de faïence. Lion couché pour vestibule, chien de faux, donc c'est des chiens qui ne se regardent pas, et certains disent que se regarder en chien de faïence viendrait de ces animaux-là. Bon, c'était sur la copie de ce que pouvaient faire les Chinois ou les Japonais en gardien de temple. Hein, c'est des petits chiens avec des oreilles typiques de ces petits chiens chinois. Voilà, donc ça, c'est des productions, bon là, c'est des bouillons plutôt maintiennent, mais c'est les modèles qu'on a fait au XVIIIe. Voilà. Mais le but de Jacques Chambrette, c'était pas uniquement de faire cette faïence-là, c'était de rivaliser avec la porcelaine. Et il faut avoir en tête que tous les faïenciers à l'époque n'avaient que ça en tête. Fabriquer de la porcelaine aussi fine que celle de Chine, aussi solide, aussi sonore, aussi translucide. Donc tout le monde cherche à faire de la porcelaine. Les premiers qui vont y arriver, ce sont les Saxons, à Meissen, donc tout près de Dresde. Pour Auguste Lefort, il y a un chimiste qui va arriver à trouver du kaolin, parce qu'en fait, il y a bien des jésuites qui sont allés en Chine, qui sont venus avec des poudres blanches en disant les Chinois ils font ça avec ça, qui ont essayé d'expliquer toute la manœuvre. En
problème, c'est qu'on n'avait jamais trouvé l'argile. Tous les chimistes du royaume ont été mis sur la brèche en demandant à chacun d'aller creuser dans tous les coins pour retrouver cette terre. Donc on mettra beaucoup de temps. Bon, les Saxons, c'est les premiers qui vont en trouver, donc pas très loin dans la Saxe, pas très loin de Meissen. Les Français en trouveront à Saint-Yrieix, près de Limoges. On est en 1740, alors que la porcelaine a été inventée en Saxe en 1705. 35 ans de retard. Il a fallu le temps qu'on trouve des gisements et qu'après on sache utiliser le matériau. Donc, en attendant, tout le monde fait des essais pour essayer de trouver cette recette. Et par exemple, si vous avez fait quelques études de chimie, vous avez entendu parler de Réaumur. Réaumur, qui était un grand savant du XVIIIe siècle, qui a aussi fait des essais et qui se disait c'est une terre qui est vitrifiée, c'est du verre, et qui a fait des essais avec du sable et qui a mis au point les premières opalines. Le verre de Réaumur. Mais c'était encore pas la porcelaine, voilà, c'était dans le cadre de toutes ces recherches-là. Alors, Chambrette, il la connaît, la porcelaine. Là, vous avez un gobelet qui est aux armes du duc Léopold, avec un décor en chinois au dos, c'est le même gobelet recto verso, et c'est de la porcelaine de Meissen. Donc le duc Léopold avait réussi à acheter un gobelet à ses armes, à faire un gobelet à ses armes à Meissen. Donc Chambrette, qui était garçon de chambre de son Altesse de Madame, il avait ses entrées à la cour, il a vu ce genre de produit. Donc évidemment, c'est évident, quand on est faïencier, on a plus envie de faire la même chose. Le duc Léopold, il avait encore autre chose dans ses armoires, c'était de la porcelaine de Chine, toujours aux armes, donc de la Lorraine et de la duchesse Elisabeth Charlotte, en Lorraine. Là, on a un service en porcelaine de Chine. On importait de la porcelaine de Chine. Tout ça, c'était connu. Donc, fatalement, on essayait de faire la même chose. Les Anglais étaient sur le coup, ils ont trouvé avant nous. Bon. Mais Chambrette, qui était quand même quelqu'un qui devait avoir des antennes un peu partout, qui devait lire tout ce qui était des publications qui pouvaient passer à l'époque, qui faisait des petits mélanges, il va trouver une recette qu'il va appeler la terre de pipe. Donc ça, c'est le nom qui a été donné parce que la terre cuisée blanc était fine et ça ressemblait un peu à l'argile qu'on utilisait pour faire les pipes. Alors voilà les mélanges qu'il a inventés. Ça vous montre un petit peu ce que c'est que la céramique, que la faïence et la chimie que ça représente. Avec des termes et des méthodes qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc, on voit qu'à Lunéville, pour faire la terre de pipe, pour faire des belles assiettes qui allaient être blanches comme de la porcelaine, on faisait une frite de silex. Donc, on prenait des cailloux. À Saint-Clément, c'était les cailloux blancs de la Meurthe qu'on allait ramasser, que les ouvriers allaient ramasser le dimanche. On a des paiements, des cailloux blancs ramassés le dimanche. On les cuisait. Et puis après, une fois qu'ils sortaient du four, ça avait bien cuit, on les trempait dans de l'eau pour les briser et on les passait à la meule. Donc on avait une frite. On rajoutait du mignol, donc du plomb. On faisait une frite de sable. Donc on cuisait du sable on vidait, du mignol, on faisait cuire ça dans le four, on mettait dans de l'eau, on broyait. Donc on avait des silex calcinés broyés, du verre broyé, et on rajoutait ces deux frites avec de la craie et de la terre de Cologne. Donc de la terre qu'on allait importer d'Allemagne. La terre de Cologne, elle vient de Wallendar, elle vient de Cologne en Allemagne, de Köln. Elle descend en train et puis tu arrives jusqu'à Lunéville. Donc vous imaginez les trajets. Donc vous voyez les mélanges, frites de silex, frites de sable, silex calciné, etc. On mouline tout ça et on a une terre qui va cuire et qui va donner un tesson blanc. Pour Saint-Clément, un peu plus tard, on inventera une recette un peu plus simple, frites de cailloux, de la craie, des tessons de terre de pipe, c'est-à-dire de la faïence qu'on a déjà cuit mais qui était cassée, qui avait des défauts qu'on a broyés, de la terre de Cologne, donc toujours cette même terre blanche, et donc on mouline tout ça pour faire une pâte la plus fine possible. Évidemment, il n'y a pas de gros morceaux. Quand on passe à la meule et au tamis, il y a une granulométrie au micron. Je veux dire, c'est vraiment des choses très très fines. Donc cette terre de pipe, Jacques Chambrette va fabriquer de la faïence fine, va
parce que ça permet vraiment de mouler très fin les assiettes, les tasses, les objets. Hein. Une terre épaisse, vous voyez bien la différence, par exemple, dans une faïence fine et du grès. L'assiette, elle n'a pas la même épaisseur, parce que ça vient de la terre qu'on ne peut pas travailler de la même manière en raison de sa composition. Si on faisait quelque chose de trop fin avec une terre de grès, l'assiette serait gondolée. Bon. En faïence fine, c'est une terre qui est fine et qui permet de faire des moulages très fins sans se déformer. C'est ça qui était recherché. Alors, quand Chambrette met tout ça au point, Elisabeth Charlotte a été envoyée à Commercy, diriger sa petite principauté de Commercy, et c'est Stanislas qui est régent du duché depuis 1737. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'il est là, puisqu'on est en 1748, quand Jacques Chambrette met au point sa nouvelle recette. Et en avril 1750, il obtient une autorisation pour fonder une nouvelle manufacture. Et là, on va s'adresser au roi. Alors, elle est présentée au roi en son conseil des finances et commerces par Jacques Chambrette, maître de l'hôpital de Vaillant de la ville est venu, contenant qu'il désirait établir une nouvelle manufacture d'ouvrages en terre de pipe à l'imitation de ceux de cette nature qui se fabriquent en Angleterre et qu'on peut regarder comme demi-porcelaine, sur quoi il supplie Sa Majesté de l'autoriser à faire une deuxième manufacture. Donc vous voyez que là, on a un Jacques Chambrette qui a mis au point une recette, qui fait de la faïence à la mode d'Angleterre. C'est les Anglais qui ont trouvé les premiers ce système de mettre des cailloux broyés dans la pâte. Et donc, il veut agrandir sa manufacture. Il dit maintenant, j'ai tellement de commandes que j'ai plus assez de place dans mon usine. Il faut que j'agrandisse mon usine. C'est une autre chose. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cette pâte? Il va faire de la faïence blanche. Et cette cafetière-là, elle est vraiment typique de ces objets en faïence fine. On est tellement fiers d'avoir quelque chose de blanc qu'on ne le décore pas. Il reste blanc pour montrer la blancheur qu'on est arrivé à faire. Il est un peu abîmé, c'est un métage jaunâtre, mais quand il était neuf, il était plus reluisant. Alors, la caractéristique de cette terre, c'est qu'on peut la mouler très finement. Et vous voyez ici des espèces de grains gris, un relief très très fin qu'on a estampé dans le moule et qu'on ne peut faire qu'avec une terre extrêmement fine. Donc là, ça montre la qualité, la finesse plastique de cette terre, et donc tous les ornements vocaux qui sont là, les fleurs en relief, on ne voit pas très bien ici, mais vous verrez tout à l'heure sur les photos. Voilà, on montre la finesse de la terre et comment on fait des choses comme ça. C'est le type de produit qu'on fabriquait à Chantilly et au Bourg-Chou en région parisienne. Donc là, on reste la même qualité de faïence grâce à ça. Et l'autre grande innovation qu'il va faire, c'est qu'il va mettre au point la cuisson en petit feu dans un four à réverbère. Alors, le petit feu, c'est quoi? C'est une température plus basse de cuisson parce qu'on a mis au point des oxydes métalliques qui permettent de faire du rouge vif. Et un rouge qui est fait à partir de sel d'or. On achète des ducats d'or, on les dissout dans de l'eau régale avec un certain nombre de produits, et quand on va mélanger le pourpre ce qu'on a fabriqué avec de l'or, qu'on va poser sur un émail éteint, ça va donner du rouge. Mais pour que le rouge soit beau, il ne faut pas qu'il aille au-delà de 800, 850, 900 degrés. Si on chauffe trop, il devient brun et il disparaît. Donc, quand on a un four à bois, sans thermostat, et qu'on a l'habitude d'y cuire la faïence à 1000-1100 degrés, il faut qu'on invente un four dans lequel on ne va pas dépasser 900. Et le système qu'on a trouvé, c'est de faire un four à réverbération. C'est-à-dire un four qui est relativement, vu que la fumée monte en hauteur, c'est un four qui est relativement plat, avec une voûte, bon, je vous fais le dessin parce que je ne trouve plus le mot, et une double paroi, et les fumées vont passer entre le plafond du four, le plafond de l'intérieur du four et du four, et on va chauffer par réverbération. Et ça va être le système pour que l'enfourneur, le cuiseur, quand il va régler son feu, arrive à maîtriser la température et ne pas dépasser 800 degrés. Four à réverbération, four à réverbère, d'où décor de réverbère. Ça, c'est une appellation qui date du XVIIIe siècle. Dans toutes les archives, si vous avez l'inventaire de faïencerie, il y a réverbère, biscuit,
grand feu. C'est vraiment des termes qu'on retrouve. Et donc, cette cuisson de réverbère, c'est la cuisson qui permet d'avoir du rouge. Le fleur des Indes avec un rouge qui est encore un peu trop cuit, et vous allez voir une pièce ici avec une cuisson un peu plus réussie, et vous voyez que les verts sont beaucoup plus vifs, et le rouge va être beaucoup plus vif. Voilà, donc ça c'est vraiment typique de cette cuisson de réverbère. C'est la même pluche, la même pierre que tout à l'heure, mais bon, à un moment donné, le blanc, on en a marre, on passe à la couleur. C'est toujours pareil, les modes, ça évolue. Donc, on a décoré le même modèle que ce que je vous ai montré tout à l'heure en blanc, mais qui était documentaliste. Voilà. Un décor à la rose. Donc, ces décors qui sont l'ancêtre des décors actuels de Lunéville, qu'on appelle le décor réverbère. En fait, c'est vraiment ce qu'on a fait au XVIIIe siècle. Voilà une soupière ici avec une cuisson très bien réussie. Vous voyez ce beau rouge, ces roses que l'on arrivait à avoir quand on avait bien maîtrisé son feu. On va du rose au pourpre avec ces précipités de cette norme. Voilà, donc du cas de la période, on est en 1760-70 à Lunéville quand on fabrique donc ce genre de service avec des fleurs, des tulipes, des roses isolées dans le style des décors de Hanon à Strasbourg. C'est le grand modèle de l'époque, c'est les Hanon à Strasbourg qui vont introduire ces fleurs, la tulipe, la rose, la jacinthe, l'œillet. C'est les nouvelles fleurs. On oublie les fleurs des Indes, c'est le décor passé, ça y est, c'est plus à la mode. On est passé aux nouvelles fleurs. Voilà. Et donc, Jacques Chambrette fait fortune. En 1757, il achète une maison à Saint-Clément. En 1958, il obtient du roi l'autorisation d'ouvrir une faïencerie à Saint-Clément. Malheureusement, il décède le mois suivant. Il a 53 ans. Donc, il est mort, on ne sait pas de quoi, mais quand il a demandé la permission d'établir sa faïencerie, je pense qu'il ne pensait pas mourir si vite. Alors, pourquoi veut-il venir à Saint-Clément? Le problème n'est pas compliqué. Il suffit de regarder la carte. Là, vous avez un zoom sur le duché de Lorraine, en blanc. En violet, c'est les trois évêchés, c'est-à-dire des territoires qui dépendent de l'évêque de Metz, qui sont sous la juridiction de Metz. Et Metz est sous les lois françaises depuis 1658. Quand on est à Saint-Clément, dans l'évêché de Metz, et qu'on veut vendre sa faïence aux Parisiens, on paye 6 fois moins d'impôts. On appelle ça une délocalisation fiscale. Le message était clair et c'était déjà bien connu dès le départ. Alors les arguments, c'est de dire j'ai pas assez de place tellement j'ai le boulot et je voudrais quand même pouvoir exporter vers la France, vers les Amériques, on expédiait aussi aux colonies à l'époque, et je voudrais pouvoir le faire en étant un peu plus compétitif. Donc je viens à Saint-Clément et les deux vont se soutenir. Donc voilà la raison pour laquelle vous avez une faïencerie à Saint-Clément, et puis celle de Moyen, vous la comprendrez tout à l'heure. L'Ibergillé était également territoire d'évêché. Badonville et Quessomme étaient bien chez les ducs de Lorraine. Vos couleurs à l'époque, on était en France. C'était même plus du duché de Lorraine. Voilà, alors, Jacques Chambrette décède. Il lui reste 2 héritiers. Sa fille, Catherine, épouse de Charles Loyal, contrôleur ambulant des domaines. Alors oui, c'est pas compliqué, j'ai enfin compris ce que c'était. C'est lui qui signait, quand des notaires, vous allez acheter une maison, vous signez un acte chez le notaire, et ensuite il y a un enregistrement. Ben, l'enregistrement de l'acte, c'est Charles Loyal qui le faisait et qui le signait. Donc j'ai sa signature, je ne sais pas combien d'actes, dans la période où il était contrôleur ambulant des domaines. Bon. Donc il avait un travail bien payé. Ça, il nous le dit, on a les archives, lui il l'explique. Et Gabriel, qui s'est toujours dit dans toute sa carrière avocat à la cour. Et lui, ce jeune Jonathan est allé 2 ans à Pont-à-Mousson et il est sorti à l'université. Et en 2 ans, il est ressorti avec son diplôme d'avocat dans la poche. Ça fait rêver quand même. Il était avocat très vite. Bon. Bref,
deux héritiers pour faire tourner une entreprise qui est vraiment importante, qui exporte, qui vend dans toute la France et à l'étranger, qui est vraiment ce qu'on appelait à l'époque une manufacture considérable. Donc le premier travail des héritiers, ça va être de s'adresser au duc Léopold en disant « Notre père bien-aimé avait des privilèges, nous vous demandons à les conserver. Hein, parce qu'il ne s'agirait pas qu'on se mette à payer des impôts et puis faire beaucoup de monde passe. » Donc on voit ici manufacture royale de faïence à Lunéville, parce qu'en mai 58, Stanislas va leur accorder le titre de manufacture royale. Et bien évidemment, les exempter d'un certain nombre d'impôts. C'est à ce moment-là qu'on devient royal. Alors, qu'est-ce qu'on va fabriquer à Saint-Clément? Puis peut-être aussi à Lunéville, parce que de toute façon, c'est bien évident qu'on a les deux mêmes propriétaires, c'est les ouvriers d'une classe qui sont allés dans l'autre et les moules aussi. Donc ça devient très compliqué de dire ce qui est fait à droite et ce qui est fait à gauche. Mais ce qu'il faut avoir en tête, on est là maintenant vers 1760, on a un nouveau style, de nouveaux décors, et là vous avez du petit feu parfaitement maîtrisé, avec des formes vocales qui reprennent celles de l'argenterie. Tout le monde fond sa vaisselle d'argent, d'or, on fait de la faïence qui ressemble à cette vaisselle. Les plats en faïence ont des bords argenterie à la manière des bords ciselés en argent. Dans l'argent, c'était fait pour que l'argent soit résistant sur les bords. Dans la faïence, c'est fait pour décorer à la manière de l'argent. Et un décor au chinois, vous voyez, qui est complètement nouveau par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est des décors que l'on connaît encore aujourd'hui. Ils sont un peu différents aujourd'hui, mais c'est vraiment ceux inspirés de ceux-là. C'est des décors initiés par la manufacture allemande à Strasbourg. C'est vraiment devenu le chinois de l'Est dans toute sa splendeur. Et ça, ce décor-là, on en fait encore en 2016. Il a traversé toutes les époques, avec quelques interruptions, mais relativement peu. Les chocolatières, je vous en ai montré tout à l'heure en faïence. Bon, là, on voit la une en argent, et on voit la une en faïence, qui reprend les mêmes formes. J'ai fait très attention sur les poignets, qui n'étaient pas forcément très pratiques, mais ils correspondent à l'architecture des chocolatières de l'époque. Elle n'est pas dans l'axe par rapport à les versions. Une gouttière, toute fleur, avec un décor chinois. Voilà, des décors à l'oiseau, qui étaient très à la mode aussi dans cette période-là. Voilà. Donc, Saint-Clément-Lunéville tourne, pas trop mal, jusqu'en 1763, où là, il y a une guerre épouvantable entre les deux beaux-frères, qui sont gérants des deux fabriques, et qui aboutit, mais là, ça serait trop long de vous raconter tout ça, mais c'est vraiment des épisodes judiciaires. Alors là, on peut passer des heures aux archives avec eux. Ils étaient sans arrêt au tribunal. Et en 1763, la faïencerie de Saint-Clément est vendue. Et donc, la faïencerie de Saint-Clément va être séparée de celle de Lunéville. Et restera séparée jusqu'en 1892. On va avoir une longue période, d'un siècle, où Saint-Clément est une entité indépendante de celle de Lunéville, et qui reviendra plus tard avec Lunéville. Donc là, vous avez la cour de la faïencerie de Saint-Clément, telle qu'elle était au XVIIIe siècle. Ça, c'est une photo de 1892. Pas de photo du XVIIIe, mais les bâtiments n'ont pas changé. Et aujourd'hui, il y a un temps, ça n'a pas encore changé non plus. Alors, vu que les deux étaient fâchés et que Gabriel Chambrette se retrouvait tout seul à Lunéville, il s'est dit, mince, maintenant que j'ai plus Saint-Clément, je vais avoir du mal d'exporter. Il faut donc que je crée une autre manufacture en terre d'évêché. Et il va demander l'autorisation à l'évêque de Metz de construire une faïencerie à Saint-Clément, à 10 km, à 10 km de Saint-Clément. Il met 2 ans pour avoir l'autorisation, c'est des guerres sans fin au tribunal, et il va donc construire sa faïencerie et bien évidemment demander les mêmes exemptions de l'église, d'impôts, etc. Alors qu'est-ce qu'il va faire à moyen? Donc là, les spécialistes se sont penchés sur la question
et on trouvait donc des formes et des décors particuliers à moyens. Enfin, ça ressemble énormément à ce qu'on a pu faire à Bénéville et Saint-Clément. Et vous voyez, sur les directions de Jean-Baptiste Chambret. Gabriel Chambret, je vous dis, c'était un avocat, il était à peu près nul en céramique, et Jean-Baptiste, c'était son cousin, qui lui avait été formé à Montpellier, et qui était venu en Lorraine pour aider ses cousins dans la faïencerie du Mobile, et qui a été embauché pour la direction de la faïencerie de Moyen. Donc on est toujours dans cette même famille de deux faïenciers. Alors, des décors avec des Chinois, toujours, et paraît-il une caractéristique de Moyen, c'est ce genre d'insectes, certains appellent des hannetons, d'autres des grillons, enfin bon, de longues polémiques sur le sujet. Les coques, les coques qui vont apparaître au XVIIIe. Toujours ces faïences fines dans le style de la cafetière que je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec des décors très fins, imprimés, modelés dans la forme de la faïence et qui sont rehaussés de couleurs. La cafetière, pareil, vous voyez bien les graineries, ces motifs graineries très fins. Donc on est vraiment dans de la terre de pique très fine, hein, c'est vraiment du produit de qualité. Mais le Gabriel Chambret n'a pas de chance, c'est en 1768 la faïencerie brûle. Et là, il va s'en plaindre parce qu'il se dit, si je ne paye pas mes ouvriers, ben, ils vont partir, ils vont quitter la région, je ne les aurai plus, donc il faut que je les paye, et puis je ne les paye à rien faire, donc ça me coûte cher. Et je ne peux plus produire puisque ma faïencerie est détruite. Donc la solution qu'il trouve, c'est d'acheter la faïencerie Demèvre. Donc Demèvre, qui avait été fondée en 1750 par un autre faïencier, donc Demèvre l'avait dit, de l'amont, hein, on est vraiment toujours dans le même secteur. Bon, la faïencerie tournait un peu pas trop bien, il l'achète pour 46 000 livres. Vous voyez, rappelez-vous de la somme, vous verrez tout à l'heure, c'est quelque chose d'impressionnant. 46 000 livres, donc c'était une somme très conséquente, et ça va lui permettre d'envoyer ses ouvriers de moyens travailler un petit peu là-bas. Sauf que, entre tout l'argent qu'il a perdu dans les tribunaux, qu'il a perdu dans l'incendie, qu'il a perdu partout, il commence à avoir de sérieux problèmes financiers. De septembre 70 à avril 71, ils sont 8 fois au tribunal. Ils sont sans arrêt au tribunal, ces querelles elles n'ont plus finir avec des frais qui vont avec, et ils ont des dettes épouvantables, donc en fait ils sont au tribunal parce que les créanciers commencent à demander leur argent, il y a des inventaires qui sont faits, ils prouvent qu'ils ont plus d'actifs que de passifs, donc les créanciers disent d'accord, on attend un peu, puis on attend encore un an, et puis en 72, c'est la faillite. C'est la faillite complète et tous les biens de Gabriel Chambret sont vendus. Il va vendre Lunéville, Moyen en partie reconstruit, et Demèvre. Donc tout ce qu'il avait, tous ses biens s'écroulent, et son beau-frère rachète la faïencerie de Lunéville. La faïencerie de Moyen est achetée par le faïencier de Rambert-Villet. Rambert-Villet était en terre ducale. Il était bien content de récupérer une annexe en territoire d'évêché. Mais les moules de Moyen vont partir à Rambert-Villet, rien n'est signé, et aujourd'hui, tout le monde se demande qui a fait quoi. Voilà, Jean-Baptiste Chambret, lui, il a plus de travail, hein, toutes les faïenceries ont été rachetées, il part reprendre la direction de la faïencerie d'Épinal, qui a été créée quelques années plus tôt. Vous voyez un petit peu toutes les faïenceries qui sont dans ce rayon. Et qu'est-ce qu'il fait à Épinal? Ce qu'il faisait à Moyen, des Chinois, des coques en grand feu, des décors à la tulipe dans le bout de Strasbourg, des soutières avec toujours ces mêmes décors. Et vous voyez qu'on a quand même une parenté importante de toutes les formes et de tous les décors, et qu'il y a des spécialistes qui étudient de très près les formes dans tous les sens pour arriver à savoir qui a fait quoi. La barbe, une autre soutière avec un décor à oiseau en grand feu. Voilà. Et pendant ce temps-là que Jean-Baptiste est Épinal, Charles Royal essaye de travailler, mais a bien du mal, et en 1786, il vend la manufacture, hein, c'est vraiment en liquidation judiciaire, hein, aux enchères, et est adjugé